C'est une fastueuse fresque tragicomique qui nous renvoie donc dans le Los Angeles des années 20, à l'heure délicate du passage entre le muet et le parlant. C'est Hollywood dans toute sa décadence et Damien Chazelle nous montre les ascensions et les chutes vertigineuses qui se passent à ce moment-là, et notamment à travers 3 destins qui croisent, celui d'un passionné de cinéma qui est bien décidé à se faire une place sur les plateaux, une étoile filante du muet qui est incarnée par Margot Robbie et qui est absolument formidable, et une superstar de l'industrie qui est jouée par Brad Pitt. Et donc, on va suivre cette époque entre des fêtes orgiaques avec des filles complètement délurées, des montagnes de cocaïne, des éléphants qui sont amenés au milieu des invités dans les soirées. Et puis, à côté de ça, le travail des comédiens aussi. Et puis, je vous dis, certains d'entre eux qui se perdent dans tout ça. Éric, vous avez apprécié ce film? Vous avez l'impression que c'est un visage d'Hollywood totalement démesuré? On a l'impression presque plus démesuré que ce qu'on entend dire d'habitude sur le cinéma des années 20-30, qui paraît beaucoup plus... Non, on fait semblant d'être choqué, mais c'était la mesure commune, j'imagine, à l'époque, parce qu'on parle aujourd'hui de zone de non-droit, mais Hollywood, dans les années 20, c'était une zone de non-droit. Ils faisaient tout ce qu'ils voulaient, hein. C'était absolument insensé. Plus que dans les années 60-70, qui est perçu... Ah oui, je pense. Il y avait beaucoup moins de médias pour rendre compte de ce qui se passait, il y avait moins de journalistes, et puis il y avait une force des studios qui était absolument phénoménale. Et une créativité, parce qu'on voit bien que c'est le début du cinéma parlant, donc on invente des choses. À la fois l'innocence, l'excitation, et puis le côté tout est permis. On voit aussi des gens au travail, mine de rien, ils ne passent pas leur temps dans des orgies. Mais le film est un mélange de Fitzgerald, et puis de Hollywood Babylone, si on a lu ce bouquin de Kenneth Anger qui raconte tous les scandales, et d'ailleurs, sans insister, c'est saupoudré de tout un tas de faits divers qu'on connaît. Qui ont eu lieu, et les personnages sont inspirés Oui, on dit que Brad Pitt, ce serait un peu John Gilbert, Margot Robbie, Clara Bow, mais peu importe, on n'a pas besoin de savoir tout ça. On voit un acteur sur le déclin, parce que c'est aussi le côté Chantons sous la pluie qui apparaît dans le film. C'est le passage du muet au parlant qui change complètement la donne. Et puis cette starlette qui veut devenir à tout prix quelqu'un de connu, c'est pas une nouveauté, ça existe encore et ça existera toujours. Damien Chazelle dit que c'est la version cauchemardesque de Chantons sous la pluie, justement. Oui, un petit peu, mais il est assez tordu parce qu'il fait semblant de déplorer ça, mais je suis sûr qu'il en rêve. Vous vous souvenez des solos de batterie dans Whiplash? Oui. Là, c'est une caméra qui fait des solos pendant 3 heures sans débander. Whiplash, c'était le précédent film de Damien Chazelle, qui a fait aussi La La Land, bien entendu. D'ailleurs, clin d'œil à La La Land, on entend par moments des notes de la bande originale de La La Land dans Babylone. Quelle oreille, Eric. Ah ouais. Jean-Pierre? Moi, j'ai pas remarqué. Mais vous avez remarqué autre chose, je suis sûr. Non, moi, j'ai beaucoup aimé le film. Je trouve que c'est une phrase flamboyante, comme vous l'avez dit. Et puis, on ne sait pas si c'était exactement ça, les débuts d'Hollywood, parce qu'en plus, ils mélangent un peu les époques quand même. Mais c'est supposé démarrer en 26-27 et aller jusqu'au milieu des années 30. C'est ça, mais la grande folie, c'est quasiment dès le début des années 15-20, où à l'époque, en 1915, Griffith fait Intolérance, et il construit, d'où le nom, il construit Babylone, en plein milieu de Sunset Boulevard. Il y a 4000 figurants, les décors font 60 mètres de haut, et ils sont tellement spectaculaires qu'ils seront visités jusqu'en en 1922. Ouais. Donc il y avait cette folie-là, elle y était. Je pense qu'en plus, comme disait Éric, il la fantasme aussi, c'est-à-dire elle le fascine en même temps qu'elle le rend mélancolique. Et c'est ça qui est beau, je trouve, dans le film. Et Brad Pitt est incroyable parce qu'il commence comme un personnage des films des frères Cohen, quoi, un peu, et il finit comme un personnage de Fitzgerald, magnifique, avec une mélancolie incroyable. Et Margot Robbie, franchement, elle a un abattage, une présence, une lumière, un truc de... Elle y va... Elle dévore la caméra. Ah ouais, et puis il faut y aller, quoi, quand même, comme elle y va. Je trouve que c'est impressionnant. Et en tant que metteur en scène, le plaisir de Damien Chazelle, il est jubilatoire et ça se voit, toutes les scènes avec les figurants. Oui, en fait, il refait comme s'il était en 1920 lui-même, avec pas d'effets spéciaux, mais 3000 figurants pour une scène de bataille. Et ce qui est beau, c'est que
en fait, c'est un genre qui est né avec le cinéma. Dès les débuts du cinéma, il y a eu des films sur le cinéma. Parce que Hollywood s'est dit qu'en fait, le meilleur moyen de faire rêver sur Hollywood, c'était de raconter Hollywood. Donc, dès les années 15-20, il y a des films avec des caméras, des tournages, des filles qui veulent devenir stars. Les garçons, jamais. Hein. Les garçons, ils sont stars dès que le film commence, ils sont déjà stars. Mais les filles, elles rêvent toutes de devenir stars. Et c'est Star is Born, mais il y en a, je ne sais pas combien de versions. Et ça, c'en est une autre. Quoi. Mais par parenthèse, à l'époque, il y avait autant de femmes réalisatrices que d'hommes réalisateurs dans ces années-là, et des productrices. C'est après que ça s'est un peu inversé. C'est en ça que Chazelle est assez malin, où il dit que autant La La Land était un film d'aujourd'hui, mais qui regardait le passé, autant celui-ci est un film qui parle d'hier, mais qui évoque ce qui se passe aujourd'hui. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a aussi cette histoire de cinéma qui est voué à disparaître. Ça peut faire écho à une question qui se pose aujourd'hui avec les plateformes. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir comme à chaque fois, finalement, le cinéma renaît. Mais c'est pas un film à regarder sur un iPhone. Ah non, surtout pas. Surtout pas. Et puis c'est pas la nuit américaine non plus. Hein. Ouais. C'est pas la douceur de Truffaut du tout. Là. D'ailleurs, presque la scène d'ouverture qui est hallucinante, elle fait peur presque parce qu'on se dit oh là là, si tout le film est comme ça, j'aurais pas assez de souffle moi-même pour résister. Oui, mais il y a des moments très lyriques. Le passage où il tourne la première scène en parlant, c'est fabuleux. On voit vraiment prises successives parce qu'il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Pascaline, vous partagez l'enthousiasme de tout le monde ? Oui, alors avec quelques petites réserves parce que moi je trouve quand même que vous parliez de ce côté un peu, on ne sait pas si on va avoir assez de souffle et parfois le film a un peu étouffé, moi justement dans ce tour de force presque un peu répétitif. Des fois, on a des scènes qui sont incroyables. Je pense notamment à ces scènes de reconstitution, de tournage comme ça dans un grand plateau dans le désert de Californie. Où il y a une scène de bataille épique reconstituée qui est absolument incroyable. Entre ces tours de force, parfois, je trouve que le film redescend un peu et même parfois se répète. On a compris le propos de Damien Chazelle sur Hollywood, machine à rêve qui élève autant qu'elle dévore. Je trouve que parfois, il se répète un peu. Mais par contre, ce que je trouve très touchant dans ce film, et je rejoins vos propos à tous les deux, c'est cette mélancolie et effectivement ce côté d'un film du passé qui regarde le présent. Je trouve qu'il y a une vanité dans le film. Il y a quelque chose de pourri au royaume d'Hollywood et moi ça m'a fait penser à ces tableaux de maître dans lesquels on voit un crâne. Ce crâne qui est une vanité qui est censé nous dire voilà, tout passe, tout meurt et tout est vanité. Et je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de ça et c'est comme si Damien Chazelle, en nous montrant l'âge d'or d'Hollywood, cet Hollywood révolu qui est en train de disparaître parce qu'il y a le passage au muet, il nous dit, nous aussi, le cinéma est en train de changer. Comment va-t-il se transformer ? Est-ce qu'on va pouvoir continuer à ressentir ce qu'on voit dans la scène finale, ce personnage qui est dans une salle et qui est complètement pris à la fois par les sensations qu'il ressent en regardant l'écran, mais aussi parce qu'il vit dans la salle, il est entouré de gens. Et cette sensation de voir un film en communion avec d'autres personnages, c'est quelque chose qu'on est peut-être en train de perdre. Et je trouve qu'il y a un truc intéressant. Il y a aussi le fait qu'il soit en salle et qu'il regarde Chantons sous la pluie. Il y a aussi le fait que c'est comme un phénix, ça recommence. Quoi. Ça recommence. Et le film est intéressant pour ça parce qu'il laisse une question ouverte. Il laisse quelque chose, mais avec une mélancolie on sent, comme toutes les grandes déclarations d'amour dignes de ce nom. Oui, c'est à la fois un peu dans Tarantino, qui est souvent des déclarations d'amour au cinéma, il n'y a pas beaucoup de mélancolie. Voilà, et je trouve que les vraies déclarations d'amour, c'est celles qui sont... un petit peu quand même. Moi, je trouve il y a la scène avec la journaliste d'Hollywood, avec Brad Pitt, qui est incroyable, qui est un peu surligné, mais en même temps, qui est magnifique. Ce qu'elle lui dit, comment il le prend, tout ça. C'est un peu la scène dans Il était une fois Hollywood, de DiCaprio avec la petite fille, et qui le remet en cause. Tout ça, il y a quand même... Mais c'est un film, franchement, c'est un film... Il y a des excès, mais il faut y aller. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'aux États-Unis, ça n'a pas du tout marché. Comme s'ils ne voulaient... Enfin, ils sont tous précipités sur Avatar, mais un peu comme nous. Mais en revanche, ce film-là, et non seulement le public, mais les critiques, parce que le Golden Globe, je crois qu'il doit avoir le Golden Globe de la meilleure musique, c'est tout. Ça doit être un peu comment vous expliquez ça ? C'est pas si politiquement correct que ça, le film, mine de rien. C'est ça qui est... Parce que les Américains sont devenus très... un petit peu sur l'existence des minorités, sur le rôle des femmes. Oui, mais ça, c'est réaliste, parce que le cinéma des années 10-20, il y a surtout dans le muet, il y a des Mexicains, il y a des etc. Parce que le problème, c'est justement, ça pourrait être un exutoire. On pourrait dire, dis donc, avant, c'était quand même... Mais je crois que le miroir... Mais je crois que le miroir qu'il montre est sans doute trop noir pour les... Puis, on peut se poser le problème des spectateurs américains
en ce moment. Parce que quand même, tous les films des grands metteurs en scène qui s'adressent aux adultes, que ce soit le Spielberg, que ce soit le James Gray, que ce soit celui-là, n'ont pas marché. Ouais. Et sont tous des films nostalgiques. Nostalgiques. Ouais. Et en fait, il y a quelque chose de peut-être que le public américain lui-même est en train de changer ou Est-ce que la longueur joue? Parce que le film dure 3h09. Sans doute un peu. Est-ce que ça joue? Mais les gens sont allés voir Avatar alors qu'il n'y a rien dedans. Là, il y a trop de choses, peut-être. Entièrement d'accord. Mais s'il y a du bleu. Ah oui.